Bonjour à tous. On vous présente aujourd'hui une entreprise dont les produits changent l'expérience client dans le domaine du luxe, Thierry. Oui, Nasrat, c'est l'entreprise d'Itlin, Romanel-sur-Lausanne, spécialisée dans les vitrines d'exposition innovantes pour le domaine de l'horlogerie notamment. On reçoit aujourd'hui son patron, Xavier d'Itlin. Mettre les produits d'horlogerie de luxe littéralement à portée de main ou presque. C'est ce que fait D'Itlin SA. Cette entreprise, fondée en 1854 et basée désormais à Romanel-sur-Lausanne, a révolutionné la façon de présenter les montres. Plutôt que d'être enfermées dans des vitrines en verre, les montres sont à l'air libre. Libre jusqu'au moment où une main aventureuse s'approche d'un peu trop près, activant des capteurs à infrarouge qui permettent aux montres de disparaître. C'est notre invité, Xavier d'Itlin, qui en a eu l'idée. Peu enthousiasmé à l'idée de perpétuer la tradition familiale en construisant des portes et des fenêtres métalliques, il a décidé d'apporter une touche de technologie dans sa façon de concevoir de nouveaux produits. C'est ainsi qu'est né Raptor, ce présentoir quasi magique il y a une quinzaine d'années. D'autres projets un peu fous sont aussi sortis de l'imagination de Xavier d'Itlin. Un magazine horloger le qualifie d'ailleurs de vitriniste le plus déjanté de sa génération. Déjanté ou visionnaire, allez savoir. Eh bien, on va justement s'en faire une idée aujourd'hui avec Xavier d'Itlin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ce que ne dit pas le sujet, c'est que vous avez été footballeur professionnel avant d'intégrer l'entreprise familiale. Vous avez été sélectionné au sein de la Native. Vous étiez d'ailleurs aussi joueur au sein du club préféré de Thierry, le Genève Servette. Xavier, on parle toujours du moment de la reconversion des sportifs. Pour vous, finalement, c'était déjà, entre guillemets, du tout cuit. Vous aviez cette entreprise où vous saviez que vous alliez reprendre les rênes de l'entreprise familiale? Oui, je le savais parce que mes parents m'avaient forcé, entre guillemets, à finir mes études. C'est-à-dire c'était la condition, avant de devenir footballeur professionnel, d'avoir mes diplômes et ensuite de pouvoir jouer. Et puis je dois dire que je pense que je n'étais pas tout à fait le football. Je me suis blessé très jeune, à 22 ans, et ça m'a ouvert un petit peu les portes d'un autre monde que j'ai découvert, donc l'entreprise familiale. Et c'était, je crois, ce que je voulais faire depuis le début. Alors Xavier, quand vous êtes arrivé chez D'Itlin, l'entreprise de votre père, cette entreprise était spécialisée dans la construction métallique pour le domaine du bâtiment. Donc vous faisiez des cadres de fenêtres et de portes. Aujourd'hui, vous êtes un acteur incontournable du domaine du luxe. Comment est-ce que vous avez réalisé cette transition ? Mais simplement par passion. Je pense que c'est difficile d'être bon dans quoi que ce soit si on n'est pas passionné. Et quand j'ai repris l'entreprise de mon papa, j'étais pas passionné par des portes et des fenêtres. Lui, il l'était, moi pas. Et j'ai dû réinventer un métier qui était quand même très proche de celui qu'il avait lui. C'est-à-dire, il faisait des buildings, des bâtiments. Et moi, je fais la même chose en plus petit. Mais pour moi, c'était absolument essentiel d'aller dans un domaine qui me passionnait. L'horlogerie me passionne, la mise en scène des objets de luxe me passionne. Et il n'y a que là-dedans qu'on peut être bon. Quel est le terme qui vous définit le mieux? Entrepreneur, metteur en scène, industriel, qu'est-ce que vous préférez? Alors en tout cas pas industriel, metteur en scène me convient bien. Il y a un aspect tout à fait artistique que je revendique et qui est vraiment celui qui est peut-être le plus passionnant. Ça fait appel à tellement de choses. Je fais aussi j'ai l'impression dans l'horlogerie presque beaucoup de politique par rapport à des vitrines parce qu'il faut contenter tout le monde dans un milieu. Beaucoup. On parle beaucoup, il faut contenter, il faut faire attention à quelle marque, à quoi. Donc c'est tout un aspect très très global, mais metteur en scène, c'est très bien. Alors, metteur en scène de produits innovants, quand vous inventez des nouvelles choses, vous ne travaillez pas tout seul, vous travaillez avec d'autres entreprises comme Fiveco, une entreprise d'ingénieurs qu'on a déjà reçue dans cette émission d'ailleurs. On salue Antoine Lerotte d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment une nouvelle idée germe au sein de votre entreprise? Si c'est vous, si c'est l'aspect technologique qui vient d'abord avec une solution, comment ça se passe ce processus de création? Alors c'est jamais tout à fait le même, parce que de nouveau, quoi qu'on invente, il faut lui donner du sens. Il faut que ça réponde à un marché, il faut que ça réponde à un besoin. Donc ça peut partir d'une idée que j'ai ou que d'autres ont, des designers, des agences, on travaille ensemble, ou ça peut être aussi de la technique, une nouvelle technique qui vient de sortir, qui est utilisable, qui donne du sens à ce qu'on veut faire. Puis après, c'est réunir tout le monde autour d'une table pour que chacun puisse donner ce qu'il a de mieux, que ce soit de la technologie, du design, du contenu. C'est vraiment du travail d'équipe, mais il n'y a pas de processus qui est unique. C'est vraiment au cas par cas parce que chaque projet est très différent l'un de l'autre. Alors on a vu à l'image tout à l'heure les vitrines que vous créez. Il y en a une qui vous a vraiment fait connaître, c'est le fameux Raptor que vous avez développé. Racontez-nous l'histoire de cette vitrine. C'est une histoire extraordinaire parce que je travaillais avec Jean-Claude Biver déjà depuis quelques années chez Blancpain. Et puis quand il a repris Blo, il m'a appelé, il m'a demandé quelque chose d'exceptionnel, qu'il n'y avait nulle part ailleurs. Et pour ça, on se rejoint beaucoup. C'est-à-dire que
Vous avez un marché où tout se ressemble, et lui voulait quelque chose de différent. Je lui ai dit, si vous voulez quelque chose de différent, il faut prendre ce que les autres n'ont pas, c'est-à-dire comme ils ont tous une cloche, enlevons cette cloche, et faisons en sorte que ce produit disparaisse par sécurité. Et puis, surpris, il m'a dit, alors faites ça. Et j'ai dû un petit peu trouver, je n'avais pas l'idée précise comment réaliser cette vitrine, mais c'est vrai que c'est une vitrine qui s'est construite petit à petit et qui était un déclenchement de beaucoup de choses, parce que c'est elle qui fait ce qu'on fait aussi aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de libérer le produit, c'est rapprocher ce produit des clients, c'est le rendre plus désirable. Et cette vitrine, elle a été révolutionnaire à plus d'un titre. Et combien elle coûte, cette vitrine ? Elle coûte à peu près 10 000 francs. Ouais, donc il faut avoir un bel objet pour pouvoir finalement la mettre en valeur. Il faut un bel objet, effectivement. La technologie, l'innovation, c'est-à-dire que quand on prend le terme innovation, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, et bien évidemment que ça a des coûts. Est-ce qu'il manque aujourd'hui Biver dans l'horlogerie? Et à vous aussi? Est-ce qu'il y a encore des fous comme ça qui... Alors il y a encore des fous, il y en a de moins en moins. Mais je retrouve chez certains patrons un petit peu de Biver. Alors bien évidemment, Biver est irremplaçable. Il manque à tout le monde parce qu'on a besoin de quelqu'un qui vienne taper un petit peu dans la fourmilière, qui vienne prendre des risques. Il y en a pas beaucoup, et surtout dans cette période-là, qui osent prendre des risques. Mais par exemple, moi je trouve François-Henri Benamias, le nouveau patron d'AP, a quelque chose de Biver, c'est-à-dire c'est vraiment un visionnaire. Il y en a d'autres, mais c'est effectivement Biver... reste irremplaçable. Et le sera pour longtemps. Quand on regarde votre site internet, il y a beaucoup de références. En fait, vous travaillez avec quasi toutes les grandes marques horlogères. Est-ce que vous faites encore de la prospection ou vous cherchez peut-être d'autres marchés ? Je ne cherche pas d'autres marchés, non, parce on est très fort dans ce qu'on fait. Je prends un grand soin à ce que la demande soit plus importante que l'offre. C'est quelque chose qui est très important. Je revendique des produits qui sont uniques, qui n'existent pas chez les autres. Et j'estime que les marques horlogères doivent, elles aussi, c'est plutôt à elles de venir vers moi, elles savent très bien où je suis, c'est à elles de demander un produit, elles doivent participer à ce processus de création, et c'est exclu que moi j'aille vendre un projet à d'autres marques. Je pense que ce processus, cette façon de les forcer à venir vers moi, est salutaire. Je pense qu'elle fait partie un petit peu de notre signature. Donc vous utilisez les mêmes codes que les horlogers, hein. Vous créez la demande Un petit peu, ouais, c'est vrai. Ouais, je m'en inspire beaucoup parce que je suis là-dedans. Et de nouveau, quand on parle de produits de luxe, tout de suite vient le mot rareté, le mot unique. Et moi, j'essaie de les revendiquer à ma façon. Et je ne veux pas avoir des produits qui sont conventionnels, qui sont à vendre. Et je pense que c'est une très bonne voie et on n'est pas par hasard au niveau auquel on est aujourd'hui pour rien. Alors justement, vous allez plus loin, vous dites que ces vitrines, c'est bien, mais votre rêve à vous, c'est de transformer justement les boutiques aujourd'hui horlogères. Vous dites les gens, ils arrivent devant des bunkers, ils veulent plus rentrer, il faut changer tout ça, sinon on va dans le mur. C'est quoi la nouvelle boutique qui fait rêver Xavier Dittelin? En tout cas, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, l'horlogerie a ce gros défaut. Toutes les boutiques horlogères se ressemblent. Tous les milieux ont bougé depuis des années, que ce soit la mode, les chaussures, les parfums, les voitures. Tout le monde a subi une grande révolution et les boutiques horlogères n'ont pas bougé depuis 70 ans. Peut-être qu'elles n'en avaient pas besoin ? Alors je pense qu'elles n'en avaient pas tout à fait besoin, mais je pense qu'elles n'ont pas su comprendre que le monde évoluait et que malheureusement même la plus belle tradition du monde n'allait pas survivre à ça. Et je crois qu'il faut vivre avec son temps. Alors moi ce que je rêve simplement c'est de vivre avec mon temps, c'est-à-dire que je réponds à une demande du marché actuel, et le marché actuel il n'est pas d'aller dans des bunkers, il est de... la boutique physique, la grande question c'est quelle est la raison pour laquelle je devrais me déplacer physiquement dans une boutique? Qu'est-ce que j'ai de plus à y faire que de rester simplement sur du digital? Et effectivement, mon rêve c'est de se dire dans ces boutiques il faut vivre des expériences extraordinaires, il faut découvrir physiquement des choses. Ce qu'est l'horlogerie, ce qu'il y a à l'intérieur d'un produit, tout ce que vous ne pouvez pas faire avec du digital. Et on a engagé cette voie-là. Mais il y a encore un gros chemin qui reste à faire. Mais qu'est-ce qu'ils disent alors justement vos clients quand vous leur dites, quand vous leur tenez ce discours-là? Et les gars, bougez un peu, ça fait 70 ans. Mais je crois qu'ils sont d'accord. Je crois que j'ai reçu beaucoup de marques, je discute beaucoup avec elles, je crois qu'il n'y en a pas une qui n'est pas consciente de ça. Elles en souffrent. La question, c'est toujours cette prise de risque. Est-ce que je suis prêt à prendre le risque de révolutionner les choses? Et vous avez des grands patrons qui sont prêts à le faire. Biver était prêt à le faire. Et il y en a d'autres qui veulent juste attendre, qui pensent que c'est momentané, qui pensent que la tradition est plus forte que tout le reste. Et moi, je pense qu'on a des boutiques qui ne correspondent plus au marché, qu'il faut réellement bouger. Et j'espère qu'il n'est pas trop tard.
Xavier Dittelin, vous nous disiez tout à l'heure, vous ne faites pas de prospection, vous ne cherchez pas des nouveaux marchés. C'est assez surprenant parce que ça sort un peu finalement du cadre qu'on entend pour un entrepreneur. Il faut chercher la croissance, il faut chercher le profit, gagner de nouveaux parts de marché, être toujours plus grand. Vous allez à contre-courant. Pourquoi ? Oui, parce que tous les spécialistes qui nous expliquent qu'il faut gagner toujours plus d'argent, je pense que les spécialistes, il faut arrêter de les écouter. Il y a une très belle chanson qui dit que les spécialistes ont raison jusqu'à ce que les spécialistes aient tort. Je crois qu'on peut faire différemment par d'autres facteurs de croissance. On peut, de nouveau, si on est inventif, si on sait créer des produits exceptionnels que les gens s'arrachent, vous pouvez échapper à ça. Puis moi, je l'ai fait, pas pour des raisons économiques, je crois que je l'ai fait pour des raisons de vie. Moi, j'ai envie de continuer à créer des vitrines. Je n'ai pas envie de changer de métier, je n'ai pas envie de devenir un gestionnaire de personnes, de bureaux. J'ai envie de faire moins mais mieux et de rester dans cette niche qui est exceptionnelle où on veut mes produits. Alors justement, vous êtes dans une niche de vente physique en boutique ou sur des salons horlogers. Aujourd'hui, Internet prend toujours plus de place. Même les marques horlogères qui ont toujours dit on n'ira jamais vendre nos montres sur Internet s'y mettent toutes. Est-ce qu'à terme, ça pourrait menacer votre business ? Je crois pas. Je crois que l'horlogerie, ça reste des produits à très forte valeur ajoutée. Il y a beaucoup de gens... bien évidemment qu'Internet est quelque chose d'incontournable. Il n'y a aucune discussion de ce point de vue-là. Mais il y a beaucoup de gens, et moi qui fais le tour des boutiques dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter leur montre en boutique. Ils veulent qu'on prenne soin d'eux, ils veulent passer du temps à découvrir leur garde-temps. Ça, c'est quelque chose qui restera toujours. La question, c'est comment associer l'Internet, le digital aux boutiques physiques. Puis comment faire évoluer ces boutiques physiques. Je ne pense pas que ça disparaîtra aussi rapidement que ça, parce que pour des produits aussi exceptionnels, comment les vendre de cette façon aussi exceptionnelle et les faire découvrir que par du digital? Je pense que c'est très très compliqué, elles perdraient beaucoup de leur valeur. Qu'en est-il, Xavier Dittelin, de la protection finalement de la création? Est-ce que vous avez des brevets? Est-ce que vous êtes copié? Alors on est copié, je suis en plein dans ce problème-là actuellement. Par qui? Alors je ne vais pas vous le dire, parce que je ne peux pas vous le dire, mais je suis copié parce qu'évidemment, quand vous avez une bonne idée, quand on voit que votre direction est bonne, on a envie de faire comme vous. Donc on dépose des brevets, on essaie de se bagarrer, mais on a surtout une notoriété dans ce milieu-là qui est assez forte. Et en règle générale, c'est ce qui se passe actuellement, j'essaie politiquement d'influencer des retraits de marché, parce que je ne trouve pas très intelligent pour un milieu qui se veut créatif, de se copier les uns les autres, de s'influencer. Je pense qu'il y a des idées pour tout le monde. Il faut juste un petit peu oser les mettre sur le marché. Et il exclut que quelqu'un s'inspire d'un produit ou d'un autre. Je pense qu'il faut aller dans une autre voie et je me bats beaucoup pour ça. Est-ce que vous avez des concurrents, pas forcément des gens qui vous copient, mais on entend parler presque que de vous sur ce marché des vitrines horlogères? J'ai des concurrents, mais mes concurrents font des produits traditionnels. La grande difficulté, c'est que dans ce que je fais, il faut une réelle grande passion. Je fais toujours la comparaison entre celui qui vend des pizzas et le grand chef étoilé. Le grand chef étoilé doit se remettre en question tous les jours, il a très peu de couverts. Celui qui fait des pizzas à grand volume, il peut gagner de l'argent. Et c'est vrai que mes concurrents sont moins intéressés à faire des produits à très forte valeur ajoutée en petit nombre, parce qu'effectivement, ce n'est pas la meilleure voie pour gagner beaucoup d'argent. Xavier Dittelin et Thierry Vial, je vous propose à présent d'accueillir Elena Druet. C'est la rubrique du Centre Patronal. Et d'un pas assuré, elle nous rejoint. Bonjour Elena. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'entrepreneurs. Alors on le voit dans le domaine de l'horlogerie, il y a de la diversification, notamment dans le domaine des medtech. C'est finalement le salut doit notamment passer par là pour le domaine. Alors effectivement, on voit que la montre perd un peu de terrain, bien que la montre de luxe garde encore le chapeau. Mais après, c'est à chaque société de voir là où elle doit se diversifier. Et je trouve bien que Dittelin ne se soit pas forcément lancé dans ce domaine-là, mais voilà, ait trouvé avec passion son créneau de niche et le défendre pour répondre finalement à ses valeurs et sa recherche de sens. Alors Elena, vous connaissez très bien le commerce de détail, on sait qu'il est quand même sur le déclin un peu partout. Qu'est-ce que vous pensez de Xavier quand il dit que lui il veut vraiment se concentrer sur les boutiques horlogères et justement pas... Il n'y a pas un risque quand même, à un moment, dans les 10 ans? Alors, peut-être que d'autres produits pourraient bénéficier de ces services.
Maintenant, peut-être par la location d'éléments que vous pourriez mettre à disposition de commerces qui auraient finalement des produits à moindre valeur ajoutée et donc qui ne pourraient pas se payer le produit neuf. Mais non, moi, je crois que vous avez un bel avenir encore devant vous. C'est déjà assez compliqué de faire ce qu'on sait faire et de bien le faire et de le faire de façon durable. Déjà pas mal. Par contre, si je peux me permettre, c'est vrai que cette recherche d'expérience en magasin, le commerce de détail en a besoin et souffre plus d'Internet aujourd'hui que les produits de luxe. Mais voilà, il y a encore des choses à faire pour toutes les branches d'activité du commerce de détail. Et quel est votre regard, Elena, sur cette volonté de Xavier Dietlin de rester là où il est, de ne pas chercher à s'étendre, à grandir? Ça va à l'encontre finalement de ce que l'on considère comme étant naturel pour une entreprise. Alors, il a expliqué qu'il travaille avec passion. Je pense qu'il a fait des choix économiques et aussi de renoncement, de pas seulement viser le profit. Et visiblement, ça a l'air de marcher pour lui, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres entrepreneurs qui seraient peut-être dans un créneau où il y a plus de concurrence. Et donc là, ils sont obligés finalement de prendre un peu tous les clients qu'il y a et puis de ne renoncer à aucun. Xavier, vous renoncez des fois à travailler pour certains secteurs d'industrie ou pour certains clients parce que ça ne correspond pas à vos valeurs? Oui, absolument. Je pense que c'est important aussi de dire non. Si vous voulez être désirable et rester désiré, il faut savoir dire non, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des idées. Moi, on me présente des fois des idées que je ne trouve pas du tout dans ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et de nouveau, on est une petite équipe, donc c'est aussi facile de dire ça. On n'a pas besoin d'un volume absolument monstrueux. J'ai des clients à qui je m'entends personnellement très très bien, donc j'ai tout le temps des projets un peu fous et ça me donne la liberté de dire non pour d'autres projets. Mais c'est essentiel. Mais pour rebondir à ce que vous avez dit, ce qui est aussi important, c'est qu'on est dans des produits de niche. Mais je pense que si vous demandez à mes clients, on est dans une remise en question perpétuelle. Il n'y a pas un jour qui se suit sans qu'on ne remette pas en question une chose. Ça fait partie quand vous voulez être dans la niche, vous devez être au firmament de ce qui se fait de nouveau. Vous devez vous remettre en question tout le temps. Et ce n'est pas toujours une position aussi enviable que ça. On ne l'a pas précisé, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, nombre de collaborateurs, votre chiffre d'affaires peut-être? Alors, collaborateurs 12, chiffre d'affaires entre 4 et 5 millions de francs par année. Et là aussi, de nouveau, un petit peu atypique, parce que c'est toujours des comptes que je dois rendre à mon banquier, qui est toujours surpris. C'est d'une année à l'autre que ces comptes puissent fluctuer. Et moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi une année fiscale, il faudrait être équilibré par rapport à l'autre. Il y a des années où vous investissez beaucoup, d'autres années pas. Donc j'ai aussi cette liberté, moi, de ne pas rendre des comptes et d'investir plus une année, de perdre plus une autre année, mais d'avoir un équilibre qui est absolument sain, puisqu'on peut financer absolument tous nos projets par nous-mêmes. Et à présent, je vous propose de passer à notre rubrique Start-up. On s'intéresse à l'innovation, puisque évidemment on en parle avec Xavier Dietlin. Et on s'intéresse en particulier à une start-up qui a été créée, fondée au sein de l'Innovation Park de l'EPFL. Technis fait partie de ces nombreuses spin-offs issus de l'EPFL. L'entreprise, qui compte aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs, produit des sols connectés combinés à de l'intelligence artificielle. Fondée en 2016, Technis a débuté ses activités dans l'Innovation Park de l'École Polytechnique. Le parc d'innovation de l'EPFL donne une vraie visibilité internationale aux technologies, aux produits, aux services. Technis y est resté un peu plus de 12 mois lors de son développement et puis a pris son envol dans de nouveaux locaux, notamment en Suisse et en France. Le PFL a soutenu Technis dans son développement de produits, de sa technologie, notamment par le PFL Innogrand, qui est une bourse délivrée par le PFL, en collaboration avec des laboratoires, notamment d'électronique, pour développer cette solution. Quand je repense à la création de Technis, je me dis que c'était un peu une histoire folle, pleine de passion, d'émotion, et puis qui est devenue une société qui développe des produits, qui commercialise sa solution de sol connecté. Et à la fin de la journée, je me dis que c'est quand même une bonne idée d'avoir créé cette société. Technis vient d'annoncer une levée de fonds d'un peu plus d'1,5 million qui nous permet de grandir, notamment dans nos développements commerciaux, sur nos 2 lignes de produits,
en Europe, notamment en Suisse, en France, en Allemagne. Les perspectives pour les prochains mois, c'est de nombreux déploiements, notamment dans le milieu de la santé. Après le comptage de personnes en temps réel et le facility management, c'est donc le marché de la santé que vise à présent Technis. Ces sols connectés permettent de détecter, par exemple, la chute d'un patient ou un changement de son comportement. Voilà donc pour la présentation de cette start-up ici de l'EPFL et ce soutien notamment des institutions publiques. C'était votre cas aussi, hein, Xavier Dittelin, vous avez été soutenu par le canton de Vaud. Oui, absolument. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on a vraiment un canton, un pays plus généralement qui parle d'innovation mais qui fait quelque chose pour l'innovation. Quand on a lancé la vitrine Raptor, moi j'avais besoin d'aide parce que je n'avais pas de financement à la hauteur du projet. C'était assez simple de demander de l'aide, c'était assez concret. Et vraiment aujourd'hui, je pense que sans cette aide, peut-être je ne serais pas ici aujourd'hui à vous parler. Et je crois que c'est très très important de mettre en avant ces aides à l'innovation concrètes et efficaces. Combien ça a coûté le développement du Raptor? Vous dites j'avais pas les fonds. Alors à peu près, le Raptor à cette époque-là, c'était un petit peu différent, mais on parle d'une centaine de milliers de francs. Et puis effectivement, le canton de Vaud entre à peu près pour un tiers du financement, ce qui n'est pas un montant absolument énorme, mais quand vous êtes petit et vous commencez votre développement, ça fait beaucoup de différence. Et ça peut faire la différence, justement, on le comprend bien. Hélène Adruet, alors on comprend aussi qu'il y a un enjeu d'image hein, pour la région, de mettre en avant ces startups innovantes, mais il y a aussi un impact direct sur l'économie, sur les PME traditionnelles. Tout à fait, parce qu'elles créent des emplois à terme. D'ailleurs, le canton de Vaud soutient en particulier les entreprises innovantes, mais aussi créatrices d'emplois. Et heureusement, il y a d'autres organes qui aident peut-être les entreprises qui n'ont pas un caractère technologique. Xavier, est-ce que vous profitez de la richesse du tissu économique créatif de la région? Vous travaillez qu'avec des entreprises de la région ou vous travaillez aussi avec des entreprises plus lointaines pour vos créations? Je travaille beaucoup avec des entreprises de la région qui sont vraiment situées ici, mais je pense que, je ne sais pas si les gens ont pris vraiment la conscience de la richesse qu'on a ici. On est réellement dans la Silicon Valley. Grâce à l'EPFL, grâce à ces startups, on a un environnement qui est absolument exceptionnel. Et je crois que la Suisse, elle a un avenir qu'en étant leader, en créant des choses et en n'étant surtout pas follower. Ça veut dire qu'on doit innover, c'est une obligation au vu du prix de la main-d'œuvre et que l'environnement économique actuel du canton de Vaud va absolument dans cette direction et on ne doit pas perdre ça de l'esprit. Xavier Dittelin, on a encore 2 petites minutes, même pas. C'est une question qu'on pose assez régulièrement aux anciens sportifs comme vous. C'est le lien qu'on peut faire entre finalement une carrière de sportif professionnel et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous retrouvez finalement comme lieu commun entre ces deux vies ? Mais beaucoup de choses, l'esprit d'équipe. De nouveau, je n'étais pas tout à fait pour le football. Par contre, j'aime cet esprit d'équipe, j'aime ces parallèles qu'on peut mettre entre l'entrepreneuriat et puis le football. Et j'utilisais par exemple une métaphore dernièrement lors de conférences où j'expliquais qu'on a besoin de 109 dans une entreprise et que ce 109, comme dans une équipe de football, vous ne pouvez pas avoir que des jeunes, vous ne pouvez pas avoir que des vieux. Toutes les grandes équipes qui ont gagné la Champions League, c'est chaque fois un subtil mélange de jeunes et de vieux, d'expérience et de 109. Alors justement, votre équipe, vous, c'est aussi avec votre famille, vous travaillez avec votre frère et votre sœur. Comment ça se passe, ces relations familiales? Vous êtes le chef et ils suivent ce que vous dites ou... Non, c'est plus complexe que ça. Ce qui est difficile en famille, c'est qu'on ose tous dire, donc c'est aussi un point fort, mais alors c'est clair qu'on peut s'engueuler souvent, mais les choses sont claires, tout est mis sur le tapis, et puis j'ai de la chance parce que mon frère s'occupe de tout ce qui est technique, donc ça ne rentre pas du tout en conflit avec ce que je fais. Et ma sœur s'occupe de tout ce qui est administratif, ce que je déteste. Donc chacun a son domaine, donc ça se passe très bien, même si effectivement, et je crois que c'est le cas de toutes les entreprises familiales, c'est assez compliqué pour plein de raisons que vous comprendrez. Et vos parents, votre papa par exemple, il donne encore il peut lui arriver de donner des idées ou il s'est retiré complètement? Non, il s'est retiré presque complètement. J'ai besoin de lui pour tout ce qui est compte, pour tout ce qui est finance, parce que c'est un domaine qui ne m'intéresse pas, mais j'ai besoin de gens qui ont la compétence pour ça. Il est là, il me donne juste un avis annuel sur la situation financière de notre entreprise. Ouais, les chiffres, ce n'est pas votre truc, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Xavier Dittelin d'avoir été avec nous. Merci à vous évidemment aussi Hélène Adruet, Thierry Vial. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va s'intéresser aux cantines scolaires avec un acteur important, c'est la Coccinelle Verte qui fournit 3500 repas sains, durables dans des cantines du canton de Vaud, Fribourg, Neuchâtel ou encore Berne. On recevra Fabrice Falzen, l'un des 3 associés de la Coccinelle Verte. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Ciao.